Pour ce qui est des congés de maternité, comme vous le savez, le Sénégal est membre de l'Organisation internationale du travail. Donc, c'est avec la ratification de la Convention 183 de l'OIT en 2017 que le Sénégal, bien avant même, on peut dire que le Sénégal a été en tout cas en plein dans l'application de la Convention, malgré le fait que ça n'a pas été ratifié. On est actuellement à 14 semaines, donc le but c'est de passer à 18 semaines, à raison toujours de 6 semaines avant. Et de 12 semaines après, c'est bien ça, on en est à 18 au total. Donc, c'est avec une possibilité également de prolonger. Il y a la possibilité de prolonger les congés en cas de complications à la suite des couches. Peut-être en cas également de grossesse gémellaire. Tous ces éléments-là, en tout cas, ont été pris en compte dans la nouvelle rédaction du Code du travail pour permettre de prendre, en tout cas de ratisser large et de prendre toutes les éventualités pour permettre à la femme de pouvoir vraiment recouvrer sa santé physique, mentale, émotionnelle, tout ce qui va avec, et de pouvoir valablement reprendre le boulot dans de bonnes conditions. Pour ce qui est du congé de maternité, donc peut-être il y aura l'aspect sécurité sociale qui va venir un peu créer des inquiétudes, qu'est-ce qui va couvrir le salaire pendant ces 4 semaines supplémentaires-là, puisque bon, actuellement, à l'état actuel de la législation, c'est une indemnisation à 100%. Peut-être avec le non-remboursement des éléments qui sont là pour des remboursements de frais et autres. Ça, c'est pas pris en compte, mais pour tout le reste, c'est indemnisé à 100%. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qui va prendre en charge donc ces 4 semaines supplémentaires-là. Est-ce que ça sera à la charge de l'employeur? Est-ce que ça sera du moins à la charge de l'État qui va peut-être subventionner et autres? Peut-être avec l'adoption des textes d'application du Code de sécurité sociale, ça permettra en tout cas de revoir les modalités pratiques de cette prise en charge-là. Après, il y a également des inquiétudes au niveau des femmes par rapport à la longueur. Bon, j'ai eu à suivre pas mal de panels où peut-être les réactions ont été un peu diverses. Pour certaines, c'est une bonne chose, mais pour la plupart, et c'est un peu dommage quand même qu'on puisse prendre cela comme un désavantage par rapport à la femme, le fait d'allonger les congés, que le fait d'allonger les congés de maternité puisse constituer un frein ou peut-être limiter leur accès à l'emploi ou au travail de manière générale. Donc, c'est ce qui se dit dans les différents panels sur les réseaux sociaux que j'ai eu à suivre. Les réactions sont diverses, mais on voit que peut-être pour la majorité, ça peut créer un frein. Au niveau de la direction générale du travail, il y a une direction qui est en charge de la protection sociale. Donc, et dans cette direction-là, il y a un gros travail qui est en train d'être fait pour permettre aux gens qui évoluent dans le secteur informel, donc secteur non structuré, de pouvoir bénéficier d'une couverture sociale. Donc, il y a des mutuelles qui sont mises en place actuellement. C'est en extension, donc on parle d'extension de la sécurité sociale. Donc, c'est un gros travail qui est en train d'être fait depuis plusieurs années. Donc, où le but, c'est de pouvoir vraiment étendre la protection sociale à toutes les tranches, en tout cas, de personnes qui sont dans la vie active, pour qu'elles puissent au moins avoir un revenu de protection, éventuellement en cas de maladie, mais également en cas d'arrêt pour cause de maternité et autres. La capacité économique, la capacité de travail d'un pays ou d'une population, elle va être calculée avec la contribution des hommes ou des femmes ou de la population au PIB, au produit intérieur brut. Je ne vais pas aller dans les détails, mais encore une fois, ça se calcule si c'est monétisé, s'il y a un échange d'argent. Et puis, tout ce qui ne va pas donner lieu à un échange d'argent, donc n'apparaîtra pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on doit aller convaincre pour améliorer des politiques, alors je vais être très concrète, soutenir par exemple les parents pour avoir une garde d'enfants, ça va être beaucoup plus convaincant si on montre que cet investissement dans la garde d'enfants permet d'améliorer l'économie, donc se calcule dans le PIB.
À partir du moment où on ignore la charge que ça représente pour une famille qui ne va pas mettre ses enfants avec une nounou dans une garde d'enfants, donc qui ne dépense pas d'argent, on va pas pouvoir calculer pourquoi cet investissement est nécessaire pour que cette même famille puisse participer à la croissance économique. Maintenant, si je prends l'exemple d'une personne qui est à la maison, qui a besoin de soins, je vais prendre l'exemple que je prends toujours d'une maman plus âgée qui est diabétique, par exemple. Et alors, le diabète, on sait, dans nos sociétés, c'est énorme. Elle va avoir besoin de médicaments à certaines heures, mais d'un régime approprié. S'il y a personne qui peut passer la journée à la maison ou au moins un certain temps pour s'assurer que ses instructions médicales sont remplies, eh bien, cette personne âgée qui n'arrive pas à les gérer toute seule va voir sa santé se dégrader. Ça a un coût pour la famille. Et ça a aussi un coût pour le budget de santé publique, parce que cette personne va repartir à l'hôpital. Être en bonne santé, ça fait partie des obligations des politiques de santé. C'est pas juste soigner quand on est malade, c'est aussi éviter la maladie. Et donc le soin familial, prendre soin et donner avoir les bonnes actions, les bonnes activités à la maison qui font que la famille reste en bonne santé et évite la maladie, ça évite des dépenses. Et pour la famille, mais aussi pour le budget national de santé publique, par exemple. Une économie qui reconnaît pas le travail de soins perd d'abord une partie de sa lucidité. Pendant longtemps, les politiques économiques ont été faites, ou macroéconomiques dans les pays, ont été faites sur des postulats, par exemple, de stabilité. Il y avait une stabilité, on pensait pas, par exemple, à la migration. Stabilité, c'est pas seulement la sécurité, c'est aussi, on a les mêmes populations qui bougent pas trop. Ça a complètement changé. Non seulement on a une transition démographique énorme, donc on sait que nous, on a une population très jeune en Afrique et ça formate complètement les besoins en soins. Si on n'y pense pas, on va passer à côté du problème, on va pas répondre. Donc on en a parlé, prendre soin des enfants, pouvoir les mettre à l'école. Alors si on considère que les parents vont tout faire, ça veut dire que la moitié de la population, les femmes vont s'occuper des enfants, ou les hommes, peu importe, mais cette moitié-là pourra pas travailler. Donc il faut vraiment être lucide sur de quoi on a besoin et est-ce que ces soins sont un luxe ou est-ce que c'est la condition fondamentale pour demain avoir des adultes qui peuvent être bien éduqués pour travailler ou en bonne santé pour ne pas devenir des adultes avec des maladies chroniques. Et on ne doit pas oublier qu'on est aussi dans un environnement aujourd'hui qui en 10-15 ans a tellement changé que ces enfants, malheureusement, nos enfants vont être bien plus malades que leurs parents. Et on le voit bien. On voit bien à Dakar, le nombre de personnes malades qui ont des enfants, des problèmes de soins, le nombre de personnes que je connais qui doivent garder les enfants à la maison. En ce moment, c'est très pollué. Et donc, ça a un impact. Donc, ignorer tout ça, c'est ne pas être lucide. Ça veut dire perdre un potentiel productif parce que je vois pas du tout les familles laisser leurs enfants ou les personnes âgées seules. Et si elles le font, ça veut dire que c'est juste une perte qui est décalée dans le temps. Parce qu'effectivement, les familles les plus démunies laisseront les personnes se débrouiller à la maison, mais donc ce sera une perte sèche de cette population qui pourra pas être productive demain ou qui sera davantage malade. Et donc, je pense que c'est aussi un pays qui perd un avenir, en fait. Parce que si les mères sont fragilisées, et puis si les enfants sont pas suffisamment accompagnés, les familles supportent seules des charges de plus en plus lourdes. Eh bien, qu'est-ce qu'on construit en fait? À un moment, je me dis, je pense pas que c'est forcément la culture, parce que dans un système de fonctionnement où on avait un travail manuel, on n'avait pas à pointer de 8h à 18h. D'ailleurs, tout est venu avec la révolution industrielle. J'ai pas le nom de ce chercheur la première fois, qui dit que les enfants ont besoin d'autonomie dès la naissance, et qu'il fallait les laisser pleurer, qu'ils vont s'y habituer. Et c'est l'un des premiers, c'est un médecin, il a fait des ravages dans le monde. Et justement, c'est des premières théories qui sont nées à la révolution industrielle. Des fois, moi, je taquine en disant, bon, la société d'aujourd'hui, elle est incompatible avec les enfants. Parce que si on veut être à un travail toute l'année, avec un jour de congé, avec un enfant qui est imprévisible, et on n'a pas le droit d'être à la maison en urgence parce que l'enfant, aujourd'hui, il n'est pas bien, c'est pas possible, parce qu'il est imprévisible. Heureusement, un enfant, il a besoin d'être avec des humains, un humain disponible, pour justement pouvoir apprendre de lui, pouvoir avoir un petit contact visuel. Vous avez vu le bébé à 4 mois, quand vous avez un appel, il pleure parce que vous ne le regardez pas, parce que vous n'êtes pas en train d'échanger avec lui. Et donc, l'enfant, tous ces échanges qu'il a avec vous, c'est comme ça qu'il développe ses neurones. C'est comme ça qu'il devient humain. Moi, c'est pour ça que je l'ai dit. On ne peut pas avoir un humain qui passe son temps devant d'autres choses et qui devient humain compétent. Alors moi, idéalement, comment je vois les choses, je trouve que les mères qui travaillent
par rapport au congé de maternité, j'ai mon point de vue. Dans la fois que j'ai souri, j'étais un peu surpris, j'avais mal compris au début, là j'ai un peu compris quand vous avez réexpliqué. Les congés de maternité ici sont très courts, mais par défaut, quand les gens reprennent, ils ont 1 heure d'allaitement. Et moi je pense plutôt que, à défaut de juste les rallonger pour que les gens retournent dans une même dynamique de 8h, 18h et 2 heures d'embouteillage, pourquoi les mamans n'auraient pas juste moins d'heures de travail pendant une période de leur vie pour rentrer plus tôt, quitter plus tard et être plus avec leur enfant. Et elles vont être moins stressées de ne pas dormir la nuit quand elles vont démarrer le travail à 9h30, 10h et ne pas y rester plus de 4 heures de temps. Au moins, elles peuvent se concentrer pour être productives. Donc, ce serait pour vous d'avoir des aménagements pour les mères, de réaménager le temps de travail. Oui, c'est de réaménager le temps de travail pour qu'elles puissent allaiter, qu'elles puissent ne pas stresser l'enfant pour les quitter trop tôt, parce que quitter à 2 mois après avoir eu un bébé, c'est presque... C'est horrible. Je vais le dire en tant que mère, c'est juste horrible. Enfin, j'avais pas le congé qui était vraiment... Enfin, en partant en congé maternité, entre guillemets, je savais pas combien de temps je devais prendre. Parce que même en étant en congé, en quelque sorte, je travaillais. Parce que j'avais une équipe derrière qui comptait sur moi. Je recevais tout le temps des messages WhatsApp, etc., qui me stressaient. Je suis revenue au travail en anticipé. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une entrepreneur qui a un fonds d'investissement dans mon capital. Donc, j'ai des comptes à rendre. Donc, du coup, je me rappelle 1 mois et demi après mon accouchement, là où j'étais vraiment j'allais pas bien, mentalement, physiquement, émotionnellement. On m'a appelé en réunion en me disant, voilà, il y a des trous, il y a pas on ne sait pas ce qui se passe à l'entreprise, on n'arrive pas à te joindre. Et c'est très difficile pour moi d'expliquer pourquoi on n'arrive pas à me joindre parce que je voulais parler à personne. J'allais pas bien. Et j'arrivais même pas à savoir ce qui n'allait pas. 45 jours postpartum. Hein. Oui, mais ça c'était vraiment juste après l'accouchement, quoi. Et eux, ils comprenaient pas vraiment parce que au moment, en tout cas, moi, comment je le voyais, c'est ce qui les intéressait, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, les chiffres, qu'est-ce qui se passe. C'était pas ma personne, moi, mais c'était plutôt qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, j'allais très mal. Déjà, après cette réunion, je me sentais très mal parce que je me dis, oui, c'est une entreprise, c'est un fonds d'investissement, mais c'est des personnes à qui je parle, donc des femmes. Et j'attendais une compréhension de leur part. Donc, du coup, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Le premier jour, je vais laisser mon bébé et partir. J'allais pas bien. J'avais pas dormi cette nuit parce que déjà, mon bébé s'est réveillé 7-8 fois dans la nuit. Donc, pas le premier mois. Donc, voilà, moi, je dormais à 8 heures lorsque la nounou arrive. Donc, entre 8 heures et 9 heures, donc 1 heure de temps, je dors pour essayer d'aller au travail. Donc, le premier jour, j'allais pas bien. J'ai pleuré dans la voiture en conduisant. J'allais pas bien. Et j'étais presque au cœur du travail. Et malheureusement, moi, j'ai eu un accouchement par césarienne, donc avec une grossesse compliquée. Mais aussi, durant cette période, j'avais pris un prêt pour mon entreprise que je devais honorer. Et sans un travail vraiment ordonné, avec des résultats positifs, on ne pouvait plus honorer ce genre d'engagement. Donc, comme elle l'a dit, j'étais obligée d'aller au bureau. Moi, j'ai attendu juste 1 mois. Juste 1 mois et par la césarienne, on dit minimum, pour les 14 semaines qui étaient dotées, il fallait minimum en ajouter encore 1 mois. Mais moi, je n'ai même pas pris la peine de prendre les 2 mois normaux parce que j'avais des prêts à rembourser. Donc, j'étais obligée de reprendre le travail pour un peu prendre les devants, essayer de contrôler encore la production pour qu'on puisse honorer nos engagements. C'est là que tu te rends compte qu'on attend beaucoup trop des entrepreneurs. J'ai une femme entrepreneur qui est comme une mentor pour moi, donc voilà, qui a beaucoup d'années d'expérience, qui a essayé de me remonter les bretelles en me disant bah, tu as disparu, c'est pas normal. Et du coup, je lui dis oui, mais j'avais un bébé, je me sentais mal et tout. Elle me dit bah, tu n'es pas la première à avoir un enfant, on est femmes entrepreneurs, on a toutes eu des enfants. Et au moment là, ça m'avait blessée. Maintenant, avec du recul, bon, voilà. En tout cas, je ne ferai pas la même chose. Pour moi, vraiment, il me manquait le repos. Parce que, comme je l'ai dit, avec une césarienne, il fallait vraiment avoir du temps. Et le fait que je ne me suis pas reposée a eu des répercussions sur ma santé. Dans l'épisode sur la santé mentale, on avait un peu parlé du village qui doit être autour de la mère. Et justement, les membres du village, ce sont les personnes qui sont dans la famille, mais c'était également les collègues de travail. Donc effectivement, ils ne sont pas censés être des amis, mais on est dans une société où on est obligé de s'entraider. Et je pense que parfois, c'est important de rappeler ce rôle à chacun d'entre nous, de savoir que, OK, il y a le travail, mais si l'humain n'est pas soutenu, le travail aussi en pâtir.